Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ce podcast Origine. Je vais d'abord présenter pour l'origine de ce podcast. Moi, ça fait depuis que je grandis, je vois pas mal de personnes me partager leur ambition, et, euh, au final, ils ne se lancent, ils finissent par jamais se lancer. Donc ça, c'est un constat de ma propre expérience. Et puis, j'en suis sûr que d'autres l'ont constaté également. Aujourd'hui, j'ai un invité que je voulais absolument vous faire découvrir dans ce podcast. Donc, il s'appelle Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, il travaille dans l'accessibilité, mais sans plus tarder, je vais lui laisser se présenter premièrement, et puis du coup, on enchaînera par les questions. Eh bien, donc, je m'appelle Jean-Marc Bernard, j'ai 62 ans, ça fait une petite quarantaine d'années que je suis dans l'accessibilité. Alors, je suis passé par divers projets, que ce soit des audits, dans les établissements. J'ai travaillé à l'association des parents de France pendant une vingtaine d'années. Et depuis quelque temps, je suis consultant expert en accessibilité et formateur pour les entreprises, pour les villes, pour tous ceux qui ont envie de créer des bâtiments qui soient accessibles et former les gens qui travaillent pour une meilleure accessibilité pour tous. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, on va commencer par la base des bases. Pourquoi tu t'es décidé de te lancer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Comment tu t'es lancé là-dedans? Déjà, ça remonte à très longtemps. J'étais gamin et effectivement, alors je tiens à préciser que j'ai personne dans ma famille qui est touché par un handicap, mais tout gamin, j'étais un peu révolté de voir qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas accéder à des endroits. Et voilà, et je me suis dit, quand je serai un peu plus grand, j'essaierai de faire changer ça. Quand on est môme, on a envie de faire changer le monde. Et je me suis dit, je ferai peut-être une école d'architecture et puis je ferai des choses accessibles. Et puis, donc j'ai continué mes études, j'ai fait une école d'architecture et j'ai vite compris que j'avais pris la mauvaise direction parce que pendant mon cursus, on ne m'a pas parlé handicap. Alors évidemment, il faut remettre ça aussi dans le contexte des années, c'était dans les années 80, la loi venait d'être créée, donc les écoles d'architecture et les architectes eux-mêmes n'étaient pas encore vraiment formés à tout ce qui allait être accessible. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, et puis au fil du temps, je me suis dit que peut-être pour réussir, il fallait que j'aille vers une autre direction. Alors j'ai commencé par faire un peu d'humanitaire, et puis après j'ai travaillé dans des bureaux de contrôle, dans des cabinets d'architectes où j'essayais de faire passer le message, les dossiers que je présentais, j'essayais de faire passer le message sur le handicap. Voilà, alors à l'époque, évidemment, c'était beaucoup le handicap moteur, puisque au tout début de la réglementation, les autres handicaps, on n'en tenait pas trop compte, donc c'était surtout le handicap moteur. Donc voilà, j'essayais d'amener ma pierre à l'édifice, et puis voilà, donc j'ai changé beaucoup de cabinets d'architectes jusqu'au jour où j'ai rencontré l'association des paralysés de France et voilà, et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à l'association où j'ai été responsable cadre de vie. Alors, le cadre de vie, ça veut dire quoi? C'est très vaste, c'est-à-dire que je gérais tout ce qui touchait à l'accessibilité, que ce soit la voirie, les transports en commun, l'aménagement du domicile, les établissements recevant du public, voilà, tout ce qui pouvait avoir une incidence sur le handicap et les personnes concernées lorsqu'elles ont envie de se déplacer, etc. Et c'est là que, et voilà, et là je me suis dit vraiment, je suis à ma place, c'est ça que je voulais faire, et essayer de faire changer surtout les regards, le regard qu'on peut porter sur le handicap.
parce que on a vraiment beaucoup de mal, même encore aujourd'hui, avec ça. Et l'idée, c'était ça, c'était de dire, voilà, ma petite personne va essayer d'amener quelque chose. Et donc, avec l'équipe que j'avais à Paris, puisque je travaillais à la délégation de Paris, on a essayé de mener des choses et certaines ont abouti. On a réussi à faire aménager des lignes de bus, certaines lignes de métro, pas toutes, mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, de faire voir aux gens, d'apprendre en tout cas que le handicap pouvait servir à tous, en fait. C'était pas uniquement la personne concernée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a changé on a changé beaucoup de termes. Je sais pas si tu vois, mais quand on parle d'accessibilité, on parle d'accessibilité universelle. Yes. Voilà, on arrête de stigmatiser systématiquement les personnes en se disant, Ouais. voilà, handicap. Justement, je voulais justement rebondir là-dessus avant d'aller plus loin. Justement, pour remettre un peu les choses dans le contexte, donc tu as travaillé dans l'accessibilité. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les différents types de handicap qui existent? Oui, alors il y a les 4 familles de handicap. Il y a le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap mental. Alors, avec certains diront le handicap psychique, d'autres la maladie psychique, tout dépend. Et puis, j'en ai oublié un, moteur, visuel, auditif, mental. Voilà, 4 familles de handicap. Très bien. Est-ce que, alors on ne va pas toutes les citer, mais par exemple, prenons la personne ayant un handicap moteur, quelle barrière elle rencontrera au quotidien comment on peut appeler ça, une personne valide ne connaîtrait pas, par exemple? J'ai envie de te dire que le handicap moteur, c'est déjà, on a plusieurs pathologies dans le handicap moteur. On a les gens qui vont se déplacer avec un fauteuil manuel et d'autres avec un fauteuil électrique. Donc, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Un fauteuil manuel, par exemple, on arrive sur des pentes à 4%, ça commence pour certains, c'est difficile à franchir. Voilà. Et puis, quand on est en fauteuil électrique, ça pose pas beaucoup de problèmes. Donc, voilà, si je parle des contraintes, on est confronté comment dirais-je, au déplacement, à tout ce qui est cheminement, tout ce qui est transport en commun, voirie, le mobilier urbain qui est des fois positionné d'une façon anarchique, j'ai envie de te dire. Il y a les traversées piétonnes qui ne sont pas toujours adaptées. Dans les transports en commun, on va retrouver le métro. Alors le métro, effectivement, qui a été construit en 1910, voilà, on ne peut pas non plus refaire tout ce qui a été fait depuis des années, mais voilà, les contraintes sont vraiment multiples. C'est aussi quand tu parles de déplacement, un exemple tout simple, quand une personne qui est en fauteuil veut prendre le train, mais c'est un truc de fou, de fou. La personne est obligée de s'y prendre, de venir à la gare 45 minutes avant. C'est le prestataire qui vient la chercher, qui la met avec un élévateur vertical au niveau du train, au niveau de son wagon, parce que c'est le 1 et le 11 en termes de wagons qui sont équipés pour recevoir une personne. Et puis, il ne faut pas oublier de téléphoner à la gare d'arrivée qui vient te chercher. Et moi, dans ma longue carrière dans le handicap et notamment l'accessibilité, j'ai connu des tas de personnes qui sont restées bloquées dans les trains parce que le prestataire avait oublié de prévenir la gare d'arrivée. Voilà, c'est une des contraintes. Après, on a les contraintes du stationnement. Voilà, on ne pense pas à tout ça. Une place pour personnes en situation de handicap, voilà, on met un poteau, puis là, sur ce fameux poteau, il y a un mec qui va venir mettre son vélo, son scooter, sa moto, etc. Il ne peut plus sortir. Les contraintes, j'ai envie de te dire, elles sont multiples, mais pas que pour le handicap moteur. Le handicap visuel, c'est la même chose. Voilà, les obstacles dans la rue, etc., etc., etc. Chacun a ses propres difficultés, mais on parle souvent de handicap moteur parce que ce sont des contraintes, évidemment, d'architecture qui demandent plus de travaux, etc., etc. Mais voilà, dire précisément la contrainte, c'est la préparation, par exemple. Quand tu veux prévoir ne serait-ce que ta journée, quand tu veux prévoir ta journée, il fait beau, tu as envie d'aller te promener dans un parc, voilà, si la ligne de bus qui est en bas de chez toi n'est pas accessible, il faut prévenir le transport spécialisé qui, lui, va te répondre, non, j'ai d'autres priorités. La priorité, c'est quoi? C'est les gens qui travaillent, etc. Donc,
tu es dépendant de beaucoup de choses, déjà de l'architecture de ta ville, de l'environnement, et puis après des transports qui sont soit spécialisés, soit la ligne de bus. Je ne sais pas, tu as une ligne de bus avec un arrêt, par exemple, avec un très bel ascenseur, et puis celle où tu dois descendre n'est pas accessible. Voilà, c'est une multitude de contraintes, donc tu es obligé de te préparer ta sortie 3-4 jours avant pour être sûr de la faire. Mais bon, s'il fait beau que tu as envie de sortir… Oui, c'est sûr. Justement, d'ailleurs, c'est pour ça que en fait, je t'ai invité. On va y en parler un peu après, mais nous, donc du coup, on a fait un projet. Alors, on a fait un projet étudiant. Quand je dis nous, c'est mes camarades de classe, on va dire, avec qui j'ai travaillé du coup pendant 2 ans. Et Jean-Marc nous a accompagnés. On va y revenir dessus. Nous, ce qu'on a fait pour arriver à fabriquer un outil comme ça, on s'est d'abord posé ces questions-là et les premières personnes qu'on avait, en tout cas, qu'on avait au téléphone, c'était des gens qui nous parlaient aussi de l'isolement social, étant donné que, bah voilà, si tu veux te rendre dans un supermarché, dans un centre commercial, tu ne sais pas si c'est accessible. Et donc, c'était quand même une grosse contrainte. Donc voilà, et il y en a tant d'autres, comme tu l'as dit, il y a de multiples contraintes qui sont là au quotidien. Je voudrais rebondir du coup sur pendant qu'on s'est briefé avec Jean-Marc hier et il m'a parlé qu'actuellement il était en déplacement concernant les JO 2024. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont un peu dans quoi tu interviens dans ce genre de, j'ai envie de dire, mission? Alors, les JO de 2024, là, j'interviens sur le parcours pour comment dirais-je, l'inauguration, avec cette partie qui va avoir lieu sur les bords de Seine. Voilà, les JO de 2024, moi, très sincèrement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète quand je vois le niveau d'accessibilité de Paris et de certains bâtiments qui sont neufs et qui ont des petits soucis d'accessibilité. Voilà, j'ai lu dernièrement que les transports en commun allaient être accessibles. Le chantier me paraît tellement énorme. Voilà, alors on va mettre des navettes en place. Est-ce que les navettes seront accessibles? Est-ce que le cheminement pour aller à ces navettes sera accessible? Est-ce que voilà, il y a tout un environnement à prendre en compte. Voilà, à former les gens, former toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui vont s'occuper des Paralympiques, avec tout ce que ça peut impliquer, les personnes en situation de handicap avec des degrés très différents. Voilà, moi aujourd'hui, et pour avoir travaillé pendant très longtemps sur Paris, ça a un petit peu évolué, mais je peux pas dire aujourd'hui, quand je me déplace à Paris, que voilà, Paris est une ville accessible. Okay. Moi, voilà, je sais pas comment on va être perçu. C'est surtout ça, comment on va être perçu pour le reste du monde, en fait. Toutes ces personnes qui vont venir du monde entier. Est-ce que tu aurais un pays en référence qui serait plus à même d'organiser ces JO ou du moins qui sont plus conscients des réalités concernant les personnes en situation de handicap? Est-ce que tu en as quelques pays en tête? Sans parler c'est pas le fait d'organiser ailleurs les JO, c'est que peut-être qu'on s'y est pris un peu tard pour Paris. Paris, voilà, moi quand j'y travaillais, les problèmes d'accessibilité, on les faisait remonter. Paris étant à la fois une ville et un département, on travaillait avec la préfecture de police de Paris, on a fait remonter des tas d'informations, on a évolué comme ça. Donc les problèmes, j'ai envie de te dire, sur Paris étaient connus depuis bien longtemps. Donc là, quand je vois qu'on a commencé à s'occuper des transports en commun,
j'ai envie de te dire, waouh, la première ligne de bus à Paris, la ligne 20, 1994. Voilà, depuis, on a aménagé des bus avec des palettes. Voilà, faut-il encore être capable de les sortir, ces palettes, etc., etc. On est, si tu veux, sur un effet boule de neige. Voilà. Ok, oui. Bah justement, on va y revenir. On va y revenir. Juste, donc, tu es en train de dire que l'accessibilité, en tout cas à Paris, et comment dire, et en fait, faut savoir que Paris, du coup, c'est une vieille ville, tout est très condensé, serré, concentré. Rien qu'en Île-de-France, il y a à peu près, ou même plus que 10 millions d'habitants. Et donc forcément, à l'époque, on n'a pas pensé à ça. Et donc, du coup, on repasse dessus aujourd'hui et c'est plus difficile de. Oui, bien sûr, c'est plus difficile. Alors, moi, j'ai bien conscience, hein, sans parler de Paris, évidemment, les bâtiments haussmanniens, etc., les avenues un peu compliquées. Puis, on a aussi comment dirais-je, un sous-sol à Paris qui est entre les lignes de métro, entre le chauffage urbain, etc., etc. On n'est pas non plus pour créer un ascenseur, par exemple, sur une ligne de métro. C'est pas évident. Ça, je le conçois tout à fait. Là où je me pose la question, c'est les associations, quelles qu'elles soient, il y en a plein. Toutes les associations ont alerté depuis bien longtemps des soucis. Voilà, alors il y avait des personnalités, des maires qui étaient plus sensibilisés au handicap que d'autres. Voilà, il y a eu aussi ça. La priorité n'a pas été forcément, selon le maire qui avait été élu, la priorité n'a pas été, comment dirais-je, mise sur l'accessibilité. On a fait étape par étape, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les JO 2024, on n'a pas fait suffisamment. On n'a pas fait suffisamment et on va être confronté à des problèmes d'accessibilité sur certains endroits, c'est sûr. Ok. Une chose, donc j'aimerais, du coup, ça a été très clair que du coup, il y a des choses qui n'ont pas été considérées suffisamment dans les temps, en amont, et maintenant, du coup, on a des problèmes. Je voudrais, parce que j'en ai parlé avec toi, étant donné que, entre guillemets, on a travaillé ensemble pendant 2 ans où on a dû itérer avec toi pour améliorer l'outil et aussi comprendre les besoins. Je me souviens tu me l'as dit plusieurs fois, mais tu m'as dit qu'il y avait donc il y a des normes maintenant en place. Et j'avais le souvenir que tu avais fait vraiment comment dire, une distinction entre les règles qui étaient mises en place par l'État et des vraies règles que justement les personnes handicapées ont besoin. Est-ce que tu peux revenir dessus? Oui, alors la loi, la loi, elle existe parce que moi, quand je rencontre je rencontre des élus, des politiques, je rencontre beaucoup de gens dans mon travail et on a l'impression que la loi, c'est la loi du 11 février 2005. Voilà, c'est la dernière parce que c'est vrai que ça a été la plus contraignante avec beaucoup de choses à faire. On a juste oublié. On a juste oublié un petit détail, c'est que la loi, elle existe depuis 1975. Ça a été la loi d'orientation de 75, d'accord? Et puis après, si je fais un petit peu le détail de tout ça, 75, donc tu as la loi, tu as le décret et les arrêtés. Les premiers décrets pour 75, ça a été 1978 pour les ERP et 1980 pour l'habitation. Donc déjà là, tu perds un temps fou. Donc les ERP, c'est les établissements recevant du public. Voilà. Ouais. Donc là, tu perds déjà un temps fou parce que tu attends que la loi puisse être appliquée. Et puis en 1989, là, on se rend compte que waouh, il y a quand même un petit problème d'accessibilité dans les bâtiments qui sortent de terre. Et là, 60% des bâtiments ne répondent pas à la réglementation en vigueur. Donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait la loi du 13 juillet 91. Pareil, on attend encore jusqu'en 94 pour avoir les décrets et les arrêtés. Et cette loi, elle, prend en considération et parle uniquement d'accessibilité. C'est là qu'on a eu la création ce qu'on appelle les CCDSA, les commissions CCDSA, commission de sécurité et d'accessibilité, d'accord, où les associations pouvaient participer.
Mais ça n'a pas… voilà, on a évolué un petit peu. Et puis, voyant que ça tournait toujours en rond, en 2005, là, la loi est tombée, où là, on parle d'accessibilité de tout à tous. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La chaîne du déplacement, je dois être capable de me déplacer du point A au point B sans rupture de chaîne du déplacement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, moi, j'ai envie de te dire, et j'en ai l'intime conviction, si tout le monde avait joué le jeu dès le départ, peut-être qu'on n'en serait pas là en termes d'accessibilité. On a pris un retard tellement fou. Donc là, on avait imposé, par exemple, avec la loi du 11 février 2005, on avait imposé un délai de 10 ans pour l'ensemble des établissements recevant du public. On est arrivé en 2015, on s'est rendu compte que ça n'avait pas beaucoup avancé. Il y avait encore, il y avait encore beaucoup de bâtiments qui n'avaient pas été recensés, qui n'avaient pas été diagnostiqués, audités, ce que tu veux. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question. Est-ce que le gouvernement, est-ce qu'on fait encore une loi ou est-ce qu'on trouve quelque chose? On a trouvé les agendas d'accessibilité programmés, qui consistaient à dire, maintenant, il y en a marre, vous avez 3 ans, 6 ans et 9 ans pour faire les choses. Ce qui veut dire que si je prends le dernier 9 ans qui était les 9 ans, c'était pour les grandes, les écoles, etc., tout l'ensemble des gros bâtiments ou les entités avec plusieurs bâtiments, on leur a donné jusqu'en 2024. 2024, c'est l'année prochaine. Ça veut dire que là, en 2024, on devrait ne plus avoir de soucis d'accessibilité. Avec ce que je vois aujourd'hui, tous les bâtiments que je fais, que je diagnostique c'est juste délirant, mais c'est ça. Voilà, la loi, ça fait 48 ans qu'elle existe. Elle ne date pas de 2005. 2005, on en a beaucoup parlé parce que ça a été, et je le conçois, je le reconnais, ça a été une vraie contrainte pour les architectes parce que, d'un coup, on vient mettre des choses un petit peu récurrentes, un petit peu… les architectes n'avaient pas l'habitude de faire tout ça et ils se sont retrouvés confrontés à des trucs assez drastiques sur la mise aux normes des bâtiments avec de plus en plus de contraintes. Mais voilà, il a fallu peut-être en arriver là. Je prends toujours l'exemple du gars ou de la ville où il y a un panneau 50 km/h et puis le mec, il va rouler à 80, il s'étonne d'être pris par la police parce qu'il a dépassé. Là, c'est pareil, avec la différence, c'est que les sanctions, elles existent. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore vu de sanctions pour un bâtiment qui n'avait pas été fait. Ok. Donc là, on peut constater qu'effectivement, il y a des problèmes. Est-ce que toi, pendant ces 40 ans d'expérience, est-ce que tu as vu des signes d'encouragement? Qu'est-ce que justement, avec l'association dans laquelle tu as travaillé, est-ce que tu travailles toujours pour les Paralysés de France ou… Alors, je suis toujours en contact, bien évidemment. Okay. Je suis adhérent, je suis toujours en contact. Donc, par exemple, avec les Paralysés de France ou avec dans d'autres expériences, qu'est-ce que le projet qui est abouti, qui était le plus… comment dire, où tu t'es senti utile et dont tu t'es senti fier parce que, comme tu l'as dit au début, tu as choisi cette voie-là puisque tu avais besoin de sens dans ta vie, besoin d'être utile. Et donc, est-ce que tu as une expérience à nous raconter qui, justement, de projets dont tu es fier, où tu t'es senti impliqué et qui ont du sens? Fier non, parce que c'est pas le terme, mais un projet sur lequel on s'est battu avec l'association des Paralysés de France, ça a été le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly, je vais pas faire l'historique parce que j'ai pas envie de me mettre des gens à dos, mais le projet du Quai Branly était un musée qui, dès sa conception, n'était pas accessible au sens de la réglementation de l'époque. Et pour se faire entendre, ça a été très très dur. Il a fallu passer par comment dirais-je, la presse. Il a fallu passer par des reportages télé pour faire comprendre que que malheureusement, Jean Nouvel à l'époque avait fait un musée qui n'était pas du tout accessible et ça a pris du temps. On s'est battu. Ça a pris 1 an et demi pour faire
comprendre ce que c'était que l'accessibilité. Voilà. Alors j'entends bien les architectes, c'est leur projet, c'est leur bébé, et puis dès qu'une association vient foutre son nez là-dedans, bah, ça pose problème. Mais j'ai envie de dire aussi, tu es architecte, tu dois respecter le jeu. Voilà, on te demande un bâtiment accessible, il faut le faire. Donc effectivement, on a réussi à faire en sorte que ce musée, alors ça, voilà, je le suis encore un petit peu de temps en temps comme ça, et je vois que les équipes ont changé, les choses se sont beaucoup améliorées. Et par rapport à ça, de ce que je vois depuis le début de ma carrière, aujourd'hui, comment dirais-je, je suis content de voir sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens, vraiment beaucoup, qui s'intéressent au handicap, voilà, qui ont pris la parole, qui se lâchent. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que moi-même, je regarde sur les réseaux sociaux, et bien, voilà, j'ai découvert ce que c'était que l'autisme, j'ai découvert plein de choses. Voilà, et je me dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui se battent, et ça fait vraiment plaisir à voir que voilà, on est aujourd'hui, il y a une ouverture d'esprit, en tout cas sur le handicap, qu'on n'avait pas avant, parce qu'évidemment, déjà, on n'avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui, mais ça fait du bien de voir que plein de jeunes voilà, s'intéressent. Il y a des startups qui font des choses. Là, j'ai vu le concours Lépine avec ces deux jeunes qui ont trouvé des systèmes de frein pour les fauteuils. Oui, effectivement, oui. Sur le Handitech Trophy, il me semble, non? Ouais. Voilà, je vois l'évolution, et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au sujet et qui font bouger les lignes, qui font avancer les choses. Voilà, mais le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Voilà. Maintenant, je vais reprendre un peu la parole, puisque du coup, j'ai toujours pas expliqué exactement ce qu'on a fait, et je pense que c'est important un peu de remettre un peu les choses dans son contexte. Donc voilà, on a, par l'intermédiaire de notre école, donc moi et mes camarades de classe, on a mené à bien un projet sur 2 ans et demi à peu près. Par l'intermédiaire de notre école, qui a un réseau assez vaste, on est tombé à la fois du coup sur Jean-Marc, qui est présent aujourd'hui, mais également Laurent, Thierry et Valérie, avec qui on a itéré pendant ces 2 ans et demi pour la plupart. Et voilà, donc une petite dédicace à eux pendant ce podcast. Donc nous, c'est simple. Moi, j'étais un peu comme toi. Les contraintes de l'école nous imposaient de respecter certaines problématiques. Moi, j'ai voulu répondre à un besoin social. Alors, le projet, il n'est pas, comment dire, il répond pas tout de suite à un besoin concernant les personnes en handicap, mais on s'est rendu compte d'une chose au moins, c'est que aujourd'hui, en tout cas, il existe des cabinets d'audit qui utilisent des outils numériques plus ou moins, comment dire, rudimentaires. Donc, par exemple, il y en a qui vont utiliser du papier-crayon et qui se font sur tablette. Et c'est compliqué parce que quand on audite on appelle ça un ERP, donc un établissement recevant du public, il y a plusieurs contraintes. Déjà, en termes de... il y a plusieurs contraintes. Déjà, en fonction de comment on appelle ça, la qualité d'usage. La qualité d'usage, oui. C'est ça. Donc, rapidement, la qualité d'usage, si je devrais définir ça, c'est simplement vérifier que les personnes atteintes de handicap ont accès aux mêmes services que les personnes valides. Donc, dis-moi si je me trompe, mais c'est ça. C'est d'aller aussi un peu plus loin que la réglementation. Voilà, c'est essayer d'apporter un maximum de confort aux personnes qui visitent les établissements. Et en plus de ça, du coup, il y a forcément les normes. Donc, ça peut être la largeur d'une porte. Est-ce qu'il y a une rampe à l'entrée d'un bâtiment? Et donc, ça fait plein de contraintes, plein de charges mentales à retenir. Et même sur un Excel, sur une tablette, c'est pas hyper évident. Et Jean-Marc peut l'attester puisqu'il nous a fait la remarque. Donc, on a développé un outil qui permet justement de recentrer ces règles-là, qui étaient non, comment dire,
non exhaustif. On avait fait ce qu'on a pu pour rassembler les règles, mais effectivement, il y a tout un tas de normes à vérifier. Et donc voilà, pendant ces 2 ans, on a itéré avec eux, voir les manières, on va dire, de comment on a travaillé ce qu'on appelle l'UX avec eux et l'interface. Donc l'UX, c'est l'interface utilisateur. Donc pour définir ce que c'est si l'outil numérique est ou non intuitif. Voilà, donc on a développé des outils qui étaient sur du coup smartphone et aussi sur le web. Donc voilà, c'était notre projet pendant ces 2 ans et demi. Voilà, on en garde quand même un très bon souvenir. Mais voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour les explications. Je pense que j'étais assez clair sur la présentation de mon projet et c'était bien aussi de remettre les choses dans son contexte. Je vais passer du coup au sujet d'après. Donc, Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu dis et les difficultés qu'il y a eu. En fait, depuis la loi et moi je l'ai vécu et je le vois encore aujourd'hui, hein, avec cette loi de 2005, ça a ouvert la porte. Ça a ouvert la porte à plein de gens qui n'y connaissaient rien dans le handicap et qui ont commencé à faire tout et n'importe quoi sur le handicap. Et l'application, toi, la tienne, elle tenait vraiment la route. C'était un outil qui était vraiment, à mon sens, formidable et qui aurait pu aider. Voilà. Alors après, pour le présenter, cet outil, pour le vendre, etc., je pense que tu as dû être confronté à des gens qui te disent déjà, bah non, moi j'ai tout ce qu'il faut, etc., etc. Les mêmes où on t'appelle au téléphone pour te dire, bah voilà, j'ai eu un bureau de contrôle, je vais pas les nommer, je pense qu'ils se reconnaîtront. J'ai eu un bureau de contrôle qui est passé, qui a contrôlé mon établissement, mais voilà, j'ai des doutes. Et effectivement, quand je vois le travail qui a été fait, parce qu'on a ouvert la porte à des gens dont c'était pas le métier, il y a ça aussi qui est venu se greffer à peut-être des mauvais choix d'accessibilité, etc., etc. Ok, merci. Du coup, on va passer. On arrive à peu près vers la fin. Donc, moi, tu sais très bien le but du podcast. Donc, moi, c'est principalement pour donner envie aux gens de se lancer dans leurs propres idées et aussi leur faire découvrir des domaines et que ce soit, comment on appelle ça, joyeux ou non, c'est quand même important pour moi de montrer la réalité des choses. Donc, si en quelques mots, toi, on va revenir. Donc, je le répète, toi, tu as cherché tout de suite du sens à ta vie et tu as regardé un peu les problématiques qui existaient autour. Toi, si tu avais, comment dire, si en face de toi, tu avais des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire, qui sont en période de doute ou simplement qui ne sont pas sûrs d'être sur la bonne voie, quel conseil tu leur donnerais pour satisfaire finalement après leur futur et après, forcément, tout le monde a des regrets dans la vie avec des mauvais choix, etc. Mais est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à ces personnes-là? C'est très dur de donner des conseils. Moi, ce que je dirais, c'est de pas lâcher. Regarde, moi, si je prends mon exemple, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là, ça fait 40 ans que j'entends toujours les mêmes trucs, que c'est beaucoup de travaux pour une minorité, etc., que j'entends des choses pas très agréables, mais je lâche pas et je continuerai tant que je pourrai à parler du handicap, de l'accessibilité et je conseille voilà, aux gens qui ont envie de se lancer dans un projet, et j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux, de ne pas lâcher, d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Bien sûr, il y a
y a des barrières, bien sûr, qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, bien sûr que voilà, j'ai été déçu, il y a plein de fois où j'ai pas réussi à mener le combat que je menais parce que la mise en accessibilité a pris du temps, la personne est décédée entre-temps, il y a plein de fois dans ma carrière où j'aurais pu baisser les bras, je l'ai jamais fait parce que voilà, il faut croire en soi, il faut croire en ce qu'on a envie de faire et surtout ne pas lâcher. Voilà, moi j'ai jamais lâché. Voilà, depuis tout gamin, j'avais ça en tête et j'ai 62 ans et je continue encore aujourd'hui. Voilà. C'est très beau ce que tu dis comment dire, je partage aussi cette philosophie. Surtout ne pas lâcher. Voilà. Ça me correspond très bien. Et puis à d'autres gens aussi. Voilà, en fait, j'ai une dernière question aussi à te lancer. Elle est pas super bien préparée, mais je l'attends quand même. En fait, est-ce que toi, tu aurais des rituels, toi, des rituels, des habitudes qui te permettent de te maintenir dans de bonnes conditions, on va dire, mentales, et d'être dans un bon état. Est-ce que tu as des rituels? Est-ce que par exemple, tu fais de la diète, de la méditation, ce genre de choses? Non, je fais du sport depuis l'âge de 7 ans. J'ai commencé à faire de l'athlétisme, j'avais 14 ans. Et je cours depuis cet âge-là, je cours. Voilà, peut-être trop, peut-être je continue encore aujourd'hui à m'entraîner 5 à 6 jours sur 7. Voilà, aujourd'hui, j'ai changé un peu d'activité. Je faisais des courses sur route. Aujourd'hui, parce que évidemment, j'ai besoin puis j'habite dans un endroit aussi qui se prête à tout ça. Je suis dans le Médoc, j'ai les forêts, les vignes tout autour. Je suis pas loin des Pyrénées, donc voilà, je fais des courses de montagne et j'adore me retrouver seul. Et puis effectivement, quand j'ai un projet qui est difficile ou quand j'ai un projet qui a échoué parce que j'ai pas été peut-être à la hauteur et tout ça, ça me permet de me ressourcer, de me recentrer sur moi-même et de repartir d'évacuer surtout. D'évacuer toute cette tension qu'on peut avoir, qu'elle soit bonne ou mauvaise. À un moment donné, il faut que ça sorte tout ça. Et c'est la seule chose que j'ai trouvée pour que ça sorte, c'est d'aller courir, de me retrouver, comme je dis toujours, seul dans mes forêts. Et puis voilà, et là, je pense à plein de choses. Je pense à des projets, pourquoi j'ai échoué sur ce projet-là, et à quel moment et puis d'autres où je me dis, celui-là, je vais le faire parce qu'il me plaît bien. Et voilà, donc je cours depuis toujours, en fait. Top. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clôturer ce podcast? J'espère vraiment j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de faire de textes de loi, de faire des décrets, des arrêtés sur le handicap, que ça sera vraiment pris en compte comme ça l'est dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, on n'a pas besoin de toute cette réglementation. L'inclusion, on n'en a pas parlé, mais l'inclusion, aujourd'hui, combien il y a de gamins qui peuvent aller à l'école parce que voilà, il y a très peu d'écoles accessibles, voilà, alors que dans des pays autres, si je prends l'Italie, qui est pas très loin, l'inclusion sociale, elle est bien ancrée. Et nous, l'inclusion, on a toujours du mal. Et c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Si tu n'as pas un établissement accessible et que tu as un gamin qui est en fauteuil ou peu importe le handicap, il ne pourra pas aller à l'école, il ne pourra pas suivre le cursus. Et voilà. Et si j'avais un souhait, c'est que tout ça, voilà, qu'on puisse enfin vivre dans une société vraiment où il y a de l'inclusion, où tout le monde puisse être considéré à sa juste valeur. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Jean-Marc. J'espère que comment dire, tu t'as apprécié ce moment de partage et d'échange dans ce podcast. Et voilà, en tout cas, merci encore Beaucoup. Merci à toi. C'est la première fois que je faisais ça et merci à toi. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'être intervenu et d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Voilà. Merci.